et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Le 8 janvier 2021, c'est la date d'aujourd'hui. Au sommaire de cette édition, une quarantaine d'infirmiers renvoyés de leur poste d'attache sur certaines frontières du Burundi. Une décision survenue après la réclamation des rémunérations de toute une année de service. Et toutes les frontières terrestres et maritimes seront fermées à partir de lundi. Une décision prise par le gouvernement du Burundi pour limiter la propagation de la Covid-19 dans le pays. Et le parc national de la Kiwira constitue une richesse naturelle d'une importance capitale pour le pays et ses habitants. Vous aurez droit à la suite de notre série de reportages sur l'environnement au cours de cette édition réalisée au niveau technique par Steve Nyungeko et Fabrice Ndimurukundo. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Sécurité pour commencer. Un cadavre d'un homme a été découvert ce matin sur la colline Birohe de la commune et province Gitega. Les premiers à faire le constat indiquent que le corps était suspendu sur un arbre. Ils ajoutent que la victime aurait été plutôt tuée par étranglement avant d'être suspendue sur l'arbre en question. Autre révélation, le défunt serait de l'ethnie Twa de la colline Rugari Gitamo en commune Gitega. Il serait aussi un voleur. Les auteurs du crime n'ont pas été identifiés. Parlons Covid-19 à présent. 6 personnes, dont le curé de la paroisse Mabanda, en commune Mabanda de la province Makamba, souffrent de la Covid-19. Certains chrétiens qui fréquentent cette église déplorent l'absence des mesures appropriées pour protéger les chrétiens et la population avoisinante. Emmanuel Ndaishimi. 2 sœurs catholiques dont l'une venait de rentrer du Tchad figurent parmi les personnes qui ont attrapé la Covid-19 à la paroisse Mabanda. Le curé de cette paroisse et 3 autres personnes chargées de divers services sont également infectées. Certains chrétiens de cette église révèlent que c'est ce jeudi qu'ils ont eu cette information des cas positifs à la Covid-19 au sein de l'église. Actuellement, elle bénéficie des soins à l'hôpital Nyanzalak. La population résidant alentour de cette église s'inquiète parce qu'il n'y a pas de mesures de prévention qui ont été prises. Même ce matin, la cloche a sonné, il y a eu une messe matinale. Nous voyons qu'il n'y a pas de mesures de prévention pour ceux qui ne sont pas encore contaminés. La vie continue comme si rien n'était. Il y a risque de propagation de cette pandémie. Nous demandons aux responsables sanitaires et les administratifs de prendre des mesures adéquates. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Mabanda, David Ndikurio, mais sans succès. Même son de cloche à Gitega, les mesures barrières contre la Covid-19 ne sont pas respectées dans différents établissements. Mis à part le manque d'eau qui s'observe dans la plupart de ces écoles, la façon dont ils s'asseyent en classe et dorment pour ceux à régime d'internat inquiète. Explication d'Onésime de Chimagize. Se protéger contre la pandémie Covid-19 est un travail de longue haleine dans différents établissements scolaires en province de Gitega. Dans la plupart de ces établissements, notamment ceux de la ville de Gitega, il s'observe un manque criant d'eau. Et là où on en a, on se heurte au manque de ustensiles à utiliser pour se laver les mains. L'organisation World Vision a mis à la disposition de différentes écoles de petits seaux pour se laver les mains, de façon à ce que chaque salle de classe dispose de son propre seau, mais la plupart de ces écoles n'ont aucune goutte d'eau. Pour le moment, quelques établissements achètent de l'eau par bidon de 20 litres, mais faute de moyens, ils ne parviennent pas à s'en approvisionner régulièrement. Ce qui entrave la lutte contre cette pandémie de coronavirus dans ces écoles peuplées de plus de 2000 élèves chacune. Pour se débrouiller, chaque élève doit se munir d'un petit bidon d'1 litre ou de 2 litres d'eau chaque jour qu'on va mettre dans un même fût
pour être utilisé par tout l'établissement. Mis à part ce manque d'eau et d'ustensiles, la façon dont les élèves s'asseyent en classe et dorment dans les établissements à régime d'internat inquiète. 3 à 4 élèves partagent un même banc pupitre, tandis qu'au dortoir, des élèves partagent un même lit. Sauf quelques écoles dont leur santé financière se porte plus ou moins bien, comme l'ENF. Cela pour dire que, si rien n'est fait dans les plus brefs délais pour alimenter ces établissements scolaires en eau potable et voir comment augmenter les lits et les bancs pupitres, ces enfants ainsi que tout le personnel seront toujours exposés à la pandémie Covid-19. Et suite à la croissance palpable des cas de contamination, aujourd'hui le comité chargé de lutter contre la Covid-19 a décidé la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes à partir de ce lundi. Seule la circulation des marchandises est autorisée. Ce comité, dirigé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Gervais Ndirakobucha, a également décidé une quarantaine obligatoire de 7 jours pour tous les voyageurs à l'arrivée à l'aéroport international Melchior Ndadaye. À suivre d'autres détails sur les décisions prises aujourd'hui par ce comité dans nos éditions de demain. Entre-temps, 48 infirmiers qui travaillaient sur les points d'entrée des frontières à Chibitoke, Rumongue et Makamba dans cette lutte contre la Covid-19 ont été renvoyés de leur poste d'attache. Ces infirmiers réclamaient depuis quelques jours leur rémunération de toute une année de prestations. Les détails avec Clovis Nyonzima. 86 400 000 francs burundais, c'est le montant réclamé par 48 infirmiers qui opéraient sur les 9 points d'entrée des provinces Chibitoke, Rumongue et Makamba. Cet argent correspond à 6 mois que les autres infirmiers ayant travaillé sur d'autres points d'entrée venaient de toucher, la rémunération mensuelle étant de 300 000 par mois. Selon une source de la RPA, le service des urgences du ministère de la Santé serait à l'origine du détournement de cet argent. Pour nous qui étions en train de réclamer notre rémunération, ils ont appelé notre médecin en chef pour l'intimider. Ils lui ont demandé pourquoi c'est nous qui sommes allés nous plaindre au lieu de nos chefs. Il a pris par la suite la décision de nous renvoyer de nos postes et pour le moment, il n'y a personne sur ces points d'entrée. On ne sait pas si la pandémie de coronavirus n'est plus là. Ces infirmiers qui ont travaillé sur les points d'entrée des frontières depuis la survenue du virus d'Ebola demandent au ministère de la Santé publique de les rétablir dans leurs droits afin qu'ils puissent avoir leur rémunération. La rédaction de la RPA a contacté Dr Tadendi Koumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais son téléphone portable sonnait sans que personne ne décroche. Partout dans le pays comme partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gabanya-Gihugu. Vous nous suivez également sur le compte Twitter de la RPA. Une courte pause et nous parlons du congrès extraordinaire du parti au pouvoir. Le congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD prévu pour le 24 janvier prochain. À l'ordre du jour figure le remplacement du président Évariste Ndayishimiye à la tête de ce parti présidentiel. Un congrès attendu avec impatience par certains membres du parti au pouvoir qui prônent la restructuration. Josiane Mouzanez. Ce congrès tant attendu se tiendra le 24 janvier 2021 en province Gitega, la nouvelle capitale politique du pays. Et comme à l'accoutumée, il sera précédé par une croisade de 3 jours, selon du moins différentes sources internes de la RPA. Les mêmes sources parlent d'au moins 3 personnalités du dit parti pressenties pour succéder à Évariste Ndayishimiye à la tête du parti CNDD-FDD. Il s'agit de Révérien Ndikuriyo, ancien président du Sénat, Zenon Ndarouvou-Kanye, cadre de ce parti et ancien député élu dans la circonscription de Bujumbura dit rural, ainsi que de l'actuel président du Sénat, l'honorable Emmanuel Sinzo Hagera. Des 3 personnalités qui se disputent le poste de président du parti, Révérien Ndikuriyo est le plus contesté et par les simples Bagumyabanga et par la clique au pouvoir. Et pour cause, selon toujours nos sources, certains hauts cadres du Parti de l'Aigle craignent que son élection en tant que président du parti ternisse davantage leur image, tant au niveau national qu'international.
En effet, ils avancent la mise à prix de la tête d'un certain Kaburimbo, un habitant de la province Bururi qui a été retrouvé mort après que Révérien Ndikurio, alors président du Sénat, ait promis une récompense de 5 millions de francs burundais à quiconque lui ramènera sur un plateau la tête de ce prénommé Kaburimbo qu'il présentait comme ennemi du pays. Cette candidature susciterait encore des discussions au sein des ténors de ce parti présidentiel. L'autre candidat qui a aussi moins de chances de s'asseoir sur ce fauteuil présidentiel, c'est Zenon Ndaruvu-Kanye, originaire de la province Bujumbura. Son élection risquerait de provoquer des mécontentements au sein des natifs des autres provinces qui verraient d'un mauvais œil le fait que deux postes aussi importants, à savoir la direction du parti et celle du Sénat, reviennent à une même province. Dans l'entretemps, même si les discussions sont en cours, les informations en possession de la RPA, mais qui ne sont pas encore confirmées, font savoir que la probabilité que le prochain président du parti CNDD-FDD soit désigné et non élu, comme ce fut le cas pour choisir leur candidat aux récentes élections, est de plus en plus grande. Mais qu'à cela ne tienne, certains membres du parti CNDD-FDD qui se sont entretenus avec la RPA disent vouloir des changements et que le règlement d'ordre intérieur soit retouché. Pour certains, il faut à tout prix éviter que l'actuel président soit doté de super pouvoirs, comme ce fut le cas pour son prédécesseur, feu président Nkurunziza, qui a continué à présider le Conseil des sages et qui n'a pas hésité à s'autoproclamer guide suprême. Et poursuivent les mêmes sources. Pour qu'un tel scénario ne se reproduise, ils recommandent la suppression du poste de secrétaire général du parti et prônent plutôt le retour du système classique, à savoir un président et un vice-président à la direction du parti. Mais cette proposition n'est pas bien vue par le cercle proche du président Évariste Ndayishimiye. Et pour cause, ce dernier redoute de conférer au nouveau président du parti un si grand pouvoir qui peut lui permettre de destituer leur commandant suprême. Bref, si de tels changements venaient à s'opérer, il y a risque de se retrouver dans un système tricéphale, du moins si l'on tient compte de l'organisation du parti CNDD-FDD. Il y aura un président supposé gouverner tout le pays, un premier ministre et chef du gouvernement qui a d'énormes pouvoirs, et enfin un président du parti censé diriger tous les Bagumyabanga, le numéro 1 burundais et son premier ministre inclus. L'actualité politique, c'est également cette présentation hier d'un rapport de l'année 2020 des activités de la Commission Vérité et Réconciliation devant les deux chambres du Parlement. Pierre Claver Ndayicariye, le président de la dite commission, a fait savoir que ce rapport, composé de 6 livres, contient d'importantes informations sur les crimes commis au Burundi dans le passé. Le président de la CVR d'ajouter qu'ils ont rassemblé des témoignages des rescapés pour savoir ce qui était visé par ces tueries ainsi que les auteurs. Suivez plutôt Pierre Claver Ndayicariye, c'est le président de la commission Vérité et Réconciliation. Il est repris en langue française par Emmanuel Niungeko. Le rapport de la CVR de l'année 2020 qui vient de s'écouler comprend 6 livres principaux. Le premier livre qui constitue le noyau de ce rapport comprend 274 pages. Il est subdivisé quant à lui en 12 chapitres essentiels qui comprend les origines des violations des droits de l'homme commises au Burundi en 1972, les graves violations des droits humains et les personnes qui étaient les plus visées. Quelles sont les grandes catégories de Burundais qui étaient ciblées? kiremwa muntu vyashikiye Burundi mu 1972. Comment est-ce qu'il y a ceux qui sont parvenus à échapper? Qu'est-ce qui a poussé certains gens à sauver la vie des autres? Quelles sont les conséquences de ces tueries pour le pays et pour les familles? Ce rapport montre également comment la CVR a fait des enquêtes pour identifier les fosses communes où ont été jetés les corps des victimes et la manière dont les restes des victimes déterrés des fosses communes sont conservés. Il s'agit aussi d'évoquer la question des indemnités. Ingene ibisigarira bimaze gutorwa mu binogo bibitswe. Ikibazo cyo gushumbusha bahuye n'ivyago. Des familles qui ont perdu le leur et d'autres réalisations de la CVR à travers les entretiens avec différentes autorités du pays. En plus, ce livre principal que je viens de publier, que je viens de vous présenter, montre les activités qui seront réalisées dans les mois à venir.
s'épanouir au cours de ce nouvel an que nous venons de débuter. Dans la dernière page du même livre, on montre ceux qui ont été tués sur 14 collines de la commune Vugizo que la CVR a pu répertorier. Umugwi severe umaze kumenya no kumenyeshwa mu mitumba 14 ya commune Vugizo. Abo umugwi severe umaze kumenya bishwe mu 72 mu gihugu hagati igitigira imfata kibanza c'abasirikare. Les victimes de l'intérieur du pays que la commission a pu documenter. Il en est de même pour les chiffres provisoires des militaires, des fonctionnaires ainsi que de grands citoyens tués en 1972. Les chiffres provisoires des étudiants tués dans les campus de Bujumbura et Zégué à Gitega dans les années 1995 et 1996. Les effectifs provisoires des rescapés dans les localités dans lesquelles la CVR a déjà travaillé et le nombre provisoire des témoignages recueillis dans les milieux proches de la province Gitega. Il s'agit aussi de montrer comment ces tueries ont été planifiées, surtout d'établir le rôle des responsables administratifs et militaires de l'époque. Cane cane hakagaragara uruhara rwa leta n'inzego z'intwaro na gisirikare vy'ico gihe. Voilà, c'est le président de la commission Vérité et Réconciliation qui présentait son rapport hier devant le Parlement. Il parlait en langue nationale et la traduction en français a été faite par notre confrère Emmanuel Niyungeko. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. À l'université du Burundi, les étudiants réclament leur pré-bourse et nous en parlons tout de suite après une courte pause. Les étudiants de l'université du Burundi réclament leur pré-bourse de plus de 2 mois. Ces étudiants font savoir que certaines activités académiques sont paralysées suite à ce retard. Walter Kwizera pour plus de détails. Les étudiants des différents campus de l'université du Burundi en mairie de Bujumbura, notamment le campus Mutanga, Rohero, Kamenge et Kiriri, de même que ceux de l'intérieur du pays comme campus Zégué à Gitega et celui de Buhumuza en province Changuzo, n'ont pas encore eu le pré-bourse octroyé par le gouvernement. Cela fait presque 3 mois, comme le témoigne un de ces étudiants. La dernière fois qu'on a reçu le pré-bourse, c'était au mois d'octobre. Et ce jour-là, on nous l'a octroyé différemment. On a commencé par le baccalauréat 3, car les étudiants s'apprêtaient à commencer les stages, puis le baccalauréat 1 et 2. Mais depuis lors, on ne nous a rien donné, que ce soit les baccalauréats 1, 2 et 3. Donc, il s'agit de toutes les facultés de l'université du Burundi, c'est-à-dire le campus Rohero, Kiriri, Mutanga, Kamenge, Buhumuza, Mugerera et Zégué. Aucun de ces campus n'a encore eu de pré-bourse. Au moment où ces étudiants se servent de ce pré-bourse pour subvenir à leurs multiples besoins, surtout durant la période de stage académique, ils révèlent qu'actuellement, ils sont couverts de dettes. Les étudiants de la 3e année sont en train d'effectuer leur stage. Ils utilisaient le pré-bourse pour leurs dépenses, surtout pour se procurer du matériel nécessaire pendant les stages. Donc, avec le temps que nous venons de passer sans percevoir le pré-bourse, beaucoup de ces étudiants sont couverts de dettes, d'autant plus qu'il n'y a pas de frais de stage. Ils profitaient de ce pré-bourse qui n'est plus disponible. Les grognes en rapport avec le manque de pré-bourse sont dans toutes les facultés de l'université du Burundi. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le recteur de l'université du Burundi, professeur François Habzariman. Les agents recenseurs de jeunes chômeurs scolarisés, eux, réclament la rémunération que le gouvernement leur doit. Il y a de cela 4 mois, le recensement s'est déroulé sur toute l'étendue du pays et les agents recenseurs devraient percevoir chacun 10 000 francs burundais par jour et pendant 6 jours. Nadège Irakoze nous en dit plus. Ces citoyens qui réclament leur rémunération sont les personnes qui ont fait le recensement des jeunes burundais scolarisés qui n'ont pas d'emploi. Un recensement qui avait été initié par le gouvernement burundais du 12 au 17 septembre 2020 dans toutes les provinces du pays. Selon ces agents recenseurs, sur chaque colline du pays, ce recensement était supervisé par 5 agents. Les collines du Burundi étant dénombrées à 2639 à l'intérieur du pays ainsi qu'en mairie de Bujumbura, ces agents recenseurs sont plus de 14 000 au total.
total. Et chacun de ces agents recenseurs devrait avoir 10 000 francs par jour, c'est-à-dire 60 000 francs burundais les 6 jours de recensement. Ainsi, le montant total de leur rémunération s'élève à plus de 800 millions de francs burundais. C'est au moment où ces derniers disent qu'ils ont été embauchés par le ministère de l'Intérieur et qu'ils viennent de passer 4 mois sans être payés. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, pour donner des éclaircissements. Voilà, c'est le système de gouvernance qui est mis en cause et la gouvernance est également mise en cause au niveau de la gestion des entreprises après le contrat signé entre le pouvoir du CNDD-FDD et la société privée Interpetrol, un contrat principalement à l'origine de la mauvaise santé financière de la Régie des eaux. Le contrat entre le même pouvoir et la société Payway Burundi a empiré la situation. Non seulement Payway Burundi n'a pas honoré certains de ses engagements, mais surtout cette société en collaboration avec le régime CNDD-FDD gagnait plus qu'elle n'avait investi. Trésor Nyongabo. Le contrat entre le gouvernement du CNDD-FDD et Payway Burundi a été décidé en août 2017 par le Conseil des ministres, un peu avant la signature du contrat avec l'Interpetrol. Comme pour le cas de ce dernier, le contrat avec Payway a été imposé à la Régie des eaux. Selon des experts, les procédures de passation des marchés publics n'ont pas été appliquées car aucun appel d'offres ouvert n'a été publié au préalable. Le contrat de gérance donnait en effet carte blanche à Payway Burundi à travers une licence perpétuelle et irrévocable d'utiliser des logiciels de paiement des produits Régie des eaux, eau et électricité. Le contrat concernait donc la commercialisation des produits de la Régie des eaux, comme l'avait déclaré Comme Manirakiza, ministre de l'énergie et des mines de l'époque. Plus pratiquement, Payway Burundi devrait s'assurer de la fourniture de logiciels de paiement, un serveur d'exploitation, la vente des unités cash power et la collecte des factures d'eau. Pour ce faire, Payway Burundi disposait d'un système technologique de facturation et de paiement faisant usage des appareils mobiles au point de vente. La société Payway Burundi devrait tirer 5% du montant payé après le recouvrement des factures d'eau et 8% après le transfert des unités cash power aux bénéficiaires. Un taux d'intérêt jugé par les techniciens de la Régie des eaux d'exorbitant et disproportionnel à l'apport de Payway Burundi qui se chargeait uniquement de la commercialisation. De plus, la Régie des eaux enregistrait des retards de paiement de la part de Payway Burundi, des retards qui pouvaient aller même à une année alors que ce dernier tirait ses profits exactement 24 heures après le paiement des factures d'eau et le transfert des unités de l'électricité. Selon toujours les techniciens de la Régie des eaux, cette situation constituait une entrave considérable à l'entreprise au moment où Payway continuait d'utiliser ses fonds. Pourtant, un montant estimé à 2,589,576,996 francs burundais avait été octroyé à Payway Burundi par le gouvernement burundais dans l'optique de préfinancement du projet de partenariat avec la Régie des eaux. En outre, ce partenariat impliquait une obligation de résultat de la part de Payway Burundi. Cette société devrait s'assurer du recouvrement et de la gestion des grands clients de la Régie des eaux dans l'État burundais. Toutefois, les responsables de Payway Burundi déclinaient leurs responsabilités sur les impayés des institutions étatiques et privées proches du pouvoir CNDD-FDD jusqu'au divorce entre Payway Burundi et la Régie des eaux, finalement décidé par le Conseil des ministres au début du mois de décembre 2020. Selon des sources dignes de foi, la société Payway Burundi appartiendrait à certains individus haut placés du régime CNDD-FDD qui privilégient leurs intérêts sectaires au détriment de la société étatique Régie des eaux. Et pour clôturer le chapitre gouvernance, parlons de cette destitution depuis hier du directeur général de l'agence de route. Émile Ndaïsaba a été destitué par décret présidentiel numéro 100/003 du 7 janvier. Selon ce décret, les actes de ce directeur général risquent de compromettre l'économie du pays et ternir l'image du Burundi. Pour rappel, plusieurs routes du pays sont à l'état continuel de dégradation avec des retards de réaction. Je vous rappelle que cette édition va également être publiée sur le compte YouTube de la RPA. Une courte pause et nous parlons environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Je vous le disais en titre, le parc national de la Kibira est une des richesses naturelles du Burundi. Elle est d'une importance capitale pour l'économie du pays. Elle peut aussi être une source du bien-être de la population. Balthazar Mirour. Dans la Kibira, prennent source la quasi-totalité des rivières qui se jettent dans la Rusizi et qui à son tour se déversent dans le lac Tanganyika. C'est dans cette même forêt que l'on trouve l'un des principaux barrages électriques du Burundi, le barrage de Gwegura. Au journal AA, agence Anadolu, journal ayant son siège à Ankara en Turquie, un des plus grands défenseurs de l'environnement dit qu'autrefois la Kibira était la source de buffet d'oxygène pour les habitants de Bujumbura. Dans l'article que AA a donné comme titre, j'ouvre les guillemets, la forêt sacrée de Kibira, un poumon de la capitale au bord de la asphyxie. Je ferme le guillemet. Albert Bonnerane dit que le rôle naturel de cette forêt consiste à la séquestration des gaz à effet de serre et la préservation de l'écosystème. Et selon lui, la population sur place, la pluviométrie en dépend. Dans son étude intitulée, j'ouvre les guillemets, de la protection juridique des forêts au Burundi, le cas du parc national de la Kibira, je ferme les guillemets, est certain désiré Uwize Imana réaffirme que les ressources forestières du Burundi, en particulier celle du parc national de la Kibira, contiennent la plus grande part de la biodiversité sauvage du pays. PNK regorge également de beaucoup de potentialités écotouristiques distinguées. Avant de clore cette édition, parlons de cette mort survenue hier de l'ancien président de la Commission Vérité et Réconciliation, Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Prélat pendant 28 ans, il est décrit par ceux qui l'ont connu comme un homme respectueux des valeurs humaines, sociables et patriotes. Inès Gakiz. La voix est celle de Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Il a été ordonné en 1992 à 28 ans de naissance et il vient de quitter la terre après 28 ans consacrés au service de Dieu. Une mission accomplie dans différentes paroisses de la mairie de Bujumbura et de différentes provinces du pays où il a été curé de paroisse avant de devenir Monseigneur. Les témoignages de ceux qui l'ont connu convergent sur le fait que Monseigneur Jean-Louis Nahimana était un homme plein d'humanité et de bonté humaine. Victime de la crise de 1972, il se distinguait de la plupart des victimes de cette crise. Il n'avait pas de haine ethnique. Jean-Louis Nahimana fut le premier président de la commission Vérité-Réconciliation de 2014 à 2018. Conscient de la délicatesse de sa mission, il appelait toujours les Burundais, toutes ethnies confondues, de prendre leur courage à deux mains pour affronter et accepter la vérité unique sur le passé douloureux, seul moyen pour arriver à construire un bon avenir pour le Burundi sans risque de nouvelles crises de vengeance. C'est un extrait d'une interview accordée au groupe de presse Iwachu en 2017. La tendance aujourd'hui est de s'enfermer dans sa souffrance et l'instrumentaliser contre les autres. Là aussi, je voudrais quand même lancer un appel à beaucoup de mes compatriotes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de défendre des événements dans lesquels nous n'avons aucune responsabilité. Donc, j'invite les Burundais à se désolidariser du mal pour que nous puissions construire un avenir meilleur pour les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Monseigneur Jean-Louis Nahimana quitte la terre alors qu'il dirigeait la commission épiscopale Justice et Paix, une commission lui confiée une deuxième fois. Monseigneur Jean-Louis Nahimana était également le seul Burundais choisi par le Parlement belge pour faire partie du groupe des experts qui travaillent depuis quelques mois sur le passé colonial du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Il est mort des suites d'une maladie. Et l'ancien porte-parole du CNDD-FDD, Jérôme Ndiho, est également décédé hier suite à un accident de roulage sur la route Bujumbura-Bugarama. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 8 janvier 2020. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Steve Niungeko pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.